Le jour le plus long, film réalisé en 1961 par Andrew Marton, Bernard Wicki et Ken Anakin, d'après le récit de Cornelius Ryan. En 1944, les Alliés se préparent pour la grande offensive qu'ils ont prévue en Normandie et qui devrait définitivement débarrasser l'Europe du fléau nazi. Le général Eisenhower hésite quant à la date fixée, le 6 juin, en raison du mauvais temps. L'atterrissage des troupes aéroportées et le débarquement sur 5 plages en mer du Nord s'annonçant difficiles, il opte pour un débarquement sur les côtes du Calvados et de la Manche. Le général Rommel prend en charge la réorganisation des défenses côtières du mur de l'Atlantique, qui vont du Danemark jusqu'au golfe de Gascogne. Comme la majorité des officiers allemands, il est persuadé que le débarquement aura lieu sur ces plages et par beau temps. Il dira: Mais messieurs, pas un seul anglo-américain ne devra atteindre le rivage. Pas un seul soldat allié ne devra mettre le pied sur les plages. Ce débarquement, messieurs, quelle qu'en soit la date et les lieux, c'est là. Exactement là, sur le bord de la mer. Je me propose de le repousser, de l'écraser. Vous pouvez m'en croire, messieurs, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives. Aussi bien pour les Alliés que pour les forces allemandes, ce sera le jour le plus long. Le jour le plus long. Dans la France occupée, Radio Londres envoie des messages qui sont interceptés par les Allemands. Un message arrive. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. C'est la première strophe d'un poème de Verlaine qui informe les résistants que le débarquement est imminent. Puis parvient la deuxième strophe. Laisse mon cœur d'une langueur monotone. Laisse mon cœur d'une langueur monotone. Qui donne l'ordre au FFI de saboter les voies ferrées et les installations téléphoniques. Grâce à l'opération Fortitude, qui leur permettra de cacher jusqu'au bout le vrai lieu du débarquement, les Alliés prennent un malin plaisir à confirmer les prévisions erronées des Allemands. Le Feldmarschall von Rundstedt ne prend pas au sérieux les messages reçus. On a intercepté des centaines de messages de ce genre l'an dernier. Des centaines. J'ai alerté mes commandants plusieurs fois à cause d'eux. En quoi ce poème de Verlaine est-il différent des autres messages personnels de Londres? Jusqu'ici, c'était... Dites-moi, est-ce que ces vers nous donnent l'endroit et la date de leur débarquement? Non, mais à Non, Berlin- bien sûr, c'est trop vague pour que ça nous serve. J'ai un demi-million d'hommes sous mes ordres. Comment puis-je maintenir la discipline et le moral si tous les 2 jours je les mets en état d'alerte pour rien? Simplement parce qu'un idiot à Berlin a intercepté un poème. Non, Blumentritt, pas d'alerte. Particulièrement par ce temps-là. Seul le général Erich Marx, commandant le 84e corps de l'armée allemande, est sûr que le débarquement aura lieu en Normandie et par mauvais temps. Je gagne parce que je vais contre toutes les règles, Sheila. Nous attendons à ce qu'ils attaquent dans le Pas-de-Calais, à l'endroit le plus étroit, n'est-ce pas? Et par beau temps, naturellement. C'est trop facile, trop évident, vous comprenez? Je n'y crois pas, moi. Je cherche le point le plus éloigné, je choisis le plus mauvais temps, et ils attaquent ici. Oui, en Normandie. Par un temps épouvantable, comme aujourd'hui. Par un temps épouvantable. Chaque état-major est en effervescence. Il faut créer des diversions pour semer la confusion chez l'ennemi. Les parachutistes sont envoyés en éclaireur sur différentes plages pour faire diversion. Les Allemands ne croient toujours pas que le débarquement aura lieu en Normandie. Le major Werner Pluskat surveille la plage depuis un bunker, et c'est avec effroi qu'il voit l'horizon rempli d'une armada de bateaux. On dirait qu'il y en a des milliers. À ce moment, il comprend que c'est la fin de l'Allemagne.